voudrais aussi vous entendre par rapport à ça. J'ai compris mieux aujourd'hui, possiblement, donc les sources de votre ambivalence par rapport au cosmopolitisme institutionnel. Donc, dans une réponse à Sylvie, vous avez dit, c'est pas à moi au fond, de décider si on doit avoir une démocratie globale d'un point de vue institutionnel ou si on doit se considérer comme des citoyens du monde. Dans les démocraties, c'est aux citoyens de se prononcer sur ces questions. Il me semble que là, il y a une confusion quand même assez importante entre deux perspectives, deux points de vue. Aujourd'hui, on vous interroge dans votre rôle de philosophe, donc qui défendait une thèse donc, en philosophie, puis il me semble-t-il qu'un des rôles de la philosophie politique, principalement lorsqu'elle se comprend comme étant normative, c'est de réfléchir, donc qu'est-ce que la justice, qu'est-ce que le bon gouvernement, quel est le meilleur régime politique, ainsi de suite, et c'est de proposer des réponses à ces questions. Donc c'est une des missions de la philosophie. Évidemment, sur le plan de la légitimité démocratique, c'est vrai que ça doit être aux citoyens de se prononcer au final sur les différentes structures politiques avec lesquelles ils vont devoir vivre, mais c'est deux points de vue différents. Puis le fait de dire que la légitimité démocratique fait en sorte que c'est les citoyens qui vont devoir se prononcer, ça ne nous épargne pas en tant que philosophe politique d'avoir aussi à défendre des positions. Donc, vous n'auriez pas fait la même réponse sur si dans un régime démocratique donné, les citoyens se prononcent démocratiquement en faveur du rétablissement de l'esclavage. Vous n'allez pas dire que le philosophe doit simplement constater qu'il y a cette volonté populaire qui a été exprimée, puis qu'on ne doit pas aussi élaborer des critères qui nous permettent de critiquer cette décision. Je pense que le même raisonnement peut s'appliquer à l'échelle globale. Donc, je voudrais vous entendre sur cette confusion potentielle entre le point de vue de la philosophie politique normative et le point de vue donc, de la démocratie, le point de vue plus pratique. Je pense que j'avais une dernière question. Oui, la dernière question. C'est vraiment un troisième essai, c'est la question de Sylvie que Patrick a reposée. Vous avez fait un bout de chemin dans votre réponse à Patrick. Donc, vous avez dit que c'est aux citoyens, donc à l'échelle des pays, dans l'exercice de leur citoyenneté, de mettre en place toutes sortes de mécanismes qui leur permettent de faire pression sur leurs élus pour qu'ils prennent plus au sérieux des enjeux globaux, dont les problèmes environnementaux. Puis donc, vous avez raison, semble-t-il, on doit vous accorder ça. Mais une fois que les élus ont été sensibilisés, une fois qu'ils comprennent qu'il s'agit d'enjeux importants pour les électeurs, c'est là où, me semble-t-il, la question devient plus importante, ou c'est à ce stade-là, au fond, que la question se pose. L'argument cosmopolitique là, nous dit qu'il va falloir dépasser le stade de l'État-nation souverain pour arriver. Donc, il va falloir que les États, au fond, renoncent à une partie de leur souveraineté pour mettre en place des mécanismes de coopération qui vont leur permettre de s'attaquer véritablement aux problèmes qui sont globaux. Si ceci est donc ça, me semble-t-il qu'il y a des moments où vous admettez ça dans la thèse, mais si vous admettez ça, donc ça revient à la possibilité du faux dilemme au départ. Je pense qu'il faut atténuer le contraste entre votre proposition et celle donc, des cosmopolites institutionnels. J'ai eu un rapport de lecture. Il me semble que si je reprends certaines expressions de ma thèse, je n'ai jamais, à moins que je me trompe, utilisé le mot opposé. J'ai fait attention à l'utilisation du mot opposé. J'ai plutôt utilisé le mot distinction, prendre les distances. Parce que opposer, à ce moment-là, ce serait en fait un faux dilemme. S'il y a quelque chose dont je suis conscient et que je partage avec les auteurs du cosmopolitisme institutionnel, je pense que cette sensibilité à ce type de questions, sensibilité à la démocratie, sensibilité à l'autodétermination des peuples, même si par ailleurs ces valeurs peuvent entrer en contradiction. Donc je n'ai pas voulu en fait rejeter cet idéal. Il me semble que je l'ai dit quand j'ai répondu à la question, je pense aussi qu'en tant qu'individu,
et en tant que, je mets dans la peau du philosophe, en tant que philosophe, lorsque je regarde cet idéal, et ce n'est pas pour rien que je les prends en conversation. Il me semble que si je m'approche d'eux, c'est parce qu'il y a peut-être d'une certaine manière une affinité de pensée. Et ce que je crois plutôt, c'est que cet idéal mérite notre attention. C'est ce que j'ai dit en tant qu'individu, ça mérite notre attention. Si on me disait par exemple, est-ce que c'est ce type d'instrument qu'on souhaiterait avoir, on peut imaginer plusieurs types de mécanismes de coopération, même si par ailleurs certains auteurs du cosmopolitisme institutionnel vont très loin en indiquant eux-mêmes le type qu'ils veulent avoir. Là, j'ai le sentiment qu'on peut s'en passer, mais le simple fait de désirer des mécanismes de coopération collective ne me pose pas un problème. Et je l'ai dit que ce n'est pas ce que, en fait, je rejetais. Donc, ce que je crois en tant qu'individu, c'est que ça mérite notre attention. Il y a quelque chose dans cette direction qui peut nous éclairer, et ce sont des travaux, par exemple, qu'il faut considérer. En revanche, sur la question, par exemple, de la légitimité, est-ce que, par exemple, c'est souhaitable ou désirable? J'ai le sentiment que, individuellement, je n'ai pas trop de poids à ce niveau-là, parce que la question doit être posée à tous les citoyens du monde, dont parlent d'ailleurs en fait les auteurs du cosmopolitisme institutionnel. Donc pour répondre rapidement, c'est que je crois que c'est un idéal qui mérite attention, et quant à sa souhaitabilité, individuellement, oui, on peut le souhaiter. En revanche, ce n'est pas seulement moi à le souhaiter. On est des milliards et des milliards sur la planète Terre. Et il n'y a pas très longtemps, même dans le cas par exemple de l'Union européenne dont vous venez de parler, il y a l'Angleterre qui vient de quitter, alors que en fait, ça nous montre que ces processus-là en fait sont aussi très difficiles. Il faut faire avec ces peuples. Je ne sais pas si je réponds très bien à la question, mais en tout cas, je ne vois pas un faux dilemme. Je montre plutôt qu'il peut y avoir des liens, et les auteurs du cosmopolitisme institutionnel gagneraient également, en fait, à parler dans leurs travaux de cette démocratisation en fait, des pays, plutôt que simplement de se lancer dans un exercice, pas seulement où on désire un idéal, mais aussi on tente de décrire, quelquefois de manière très pointue, les institutions qu'il faut avoir. Et à ce moment-là, je pense qu'il y a un travail, ils font un travail, non pas seulement de philosophes, mais de technocrates. Ils nous disent, voilà par exemple la voie vers laquelle il faut aimer, mais cette voie également a des institutions bien précises. Là, j'ai le sentiment que ça va peut-être... Donc, je n'ai pas créé un faux dilemme, je ne me suis jamais opposé, mais j'ai voulu montrer les distinctions en fait qui font en sorte que je prends souvent des distances à l'égard des auteurs. Mais en revanche, au niveau normatif, ouais, ça peut être un idéal régulateur. Et personne ne peut dire s'en rapprocher. Mais il faut travailler pour ça. Et pour travailler pour ça, il faut être également sensible, je pense, à ces processus. Vous écrivez dans les chapitres plus historiques sur un idéal de paix perpétuelle. Je pense que vous admettez évidemment la valeur de telles propositions, ne serait-ce que pour élargir notre imagination morale. Ça fait partie aussi du travail du philosophe. Peu importe est-ce que c'est faisable, quelle institution ça va exiger, tout ça, c'est autre chose. Est-ce qu'on est capable de rendre ça acceptable pour les peuples? Mais il reste là un moment du travail du philosophe crucial. Ouais. Et il me semble également que de la thèse, j'ai montré que plutôt que de mettre ces institutions qui existent déjà, parce que je les ai inscrites dans une longue histoire, plutôt que de les présenter comme systémiquement mauvaises et de les mettre de côté, on peut même à l'intérieur en fait de ces institutions continuer à porter, je dirais, le message du cosmopolitisme institutionnel. Et c'est ce travail qu'il faut faire. Ça va? Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait intervenir dans un deuxième tour? Toute petite question. Je vous écoute.
J'ai l'impression que la discussion s'est vraiment concentrée sur l'attention que vous voulez porter à la démocratisation interne des États. Et je me demande maintenant, quelle est en fait la pertinence de tous ces chapitres historiques pour votre argumentaire? Est-ce que vous en avez vraiment besoin pour votre argument? Parce que moi, je les ai interprétés, donc c'est trois, je crois qu'il y en a trois, je les ai interprétés comme une espèce de démonstration que le système institutionnel, international, n'a pas été conçu pour favoriser. J'ai l'impression que c'était la thèse qui était toujours derrière. Mais est-ce que vous avez vraiment besoin de cette thèse pour votre argument? Qu'est-ce que ça change qu'il ait été conçu pour favoriser les intérêts de certains, ou qu'il soit simplement qu'il y ait des injustices, Est-ce que ça change vraiment quelque chose à votre argument? Est-ce qu'il ne suffit pas de dire, voilà, le système international comporte des injustices, qu'il ait été conçu ou pas de cette façon, et le fait qu'il y ait des injustices, voilà, enfin, c'était, je me demandais si... Je vais tenter de répondre. J'ai dit ceci, en fait, en lisant les auteurs du cosmopolitisme, je me sentais plutôt mal à l'aise avec le langage qui est utilisé, c'est-à-dire le langage des injustices systémiques. Je pense plutôt qu'on peut se passer de ce langage et dire plutôt que lorsqu'on fait l'historique, et c'est ce que j'ai tenté de faire, lorsqu'on fait l'historique, on voit justement que ce sont des institutions qui ont des buts, qui sont nobles. Le problème, donc, ce n'est pas nécessairement des institutions qui répondent à un projet, par exemple, qui serait impérialiste, qui serait colonisateur, un projet qui serait, par exemple, de subjuguer, de domination. Mais bien au contraire, c'est des institutions à l'intérieur desquelles, étant donné leur finalité, à l'intérieur desquelles on peut même travailler pour contester des pratiques qui génèrent de l'injustice. Et il me semble que faire cette historique, c'est très très important parce que justement, lorsqu'on nous dit que les injustices sont systémiques et que ces institutions ont été conçues et répondent, donnons l'impression qu'il y a un projet, à ce moment-là, j'ai le sentiment que nos espoirs même, en fait, de changement, de réforme, sont ruinés. Mais pourtant, je crois personnellement qu'il y a même à l'intérieur de ces institutions la possibilité, par exemple, de contester ces pratiques. Et j'ai voulu montrer que, historiquement, l'idée que c'est des institutions qui ont été conçues pour un objectif bien précis, c'est une idée qui, en fait, est très discutable. Et qu'on peut simplement, en fait, se contenter, d'une certaine manière, comme je l'ai dit, des injustices de conjoncture contre lesquelles, justement, il faut... Mais moi, je ne partage pas cette intuition. Quand je me dis, tiens, il y a une injustice systémique dans cette structure institutionnelle, moi je ne vais pas avoir l'intuition de me dire automatiquement, ah, on ne peut plus rien faire. Ah, elle est systémique, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de progrès possible. Je ne ferai pas cette transition. Je me dirais, elle peut être systémique comme de nombreuses. On voit l'État, vous avez pris comme pour exemple l'institution de l'État moderne, qui comportait certainement aussi des injustices systémiques. Ça n'a pas empêché une progression vers plus de justice. Mais la façon dont je comprends systémique, il y a quand même, je pense, un certain nombre d'adverbes, de mots qui sont utilisés par les auteurs du cosmopolitisme institutionnel. C'est un schème, par exemple, de coopération foncièrement injuste, systémiquement injuste, fondamentalement injuste. Lorsque je comprends ces termes-là, j'ai bien le sentiment que c'est inscrit dans la nature même et dans l'essence de ces institutions. Je ne sais pas si je fais un mauvais diagnostic, mais c'est comme ça que je comprends le terme. J'ai le sentiment que le mot systémique a un sens. Dit une injustice, et dit une injustice foncière, qui serait liée au schème même de coopération, c'est-à-dire qui serait inhérent à ce schème de coopération, qui serait lié à ces institutions, qui est inhérent à ces institutions. J'ai bien le sentiment que ça ne tient plus nécessairement de la pratique, mais ça tient même de la normativité. En fait, ça découle même de ces institutions. C'est comme ça que je comprends, en fait. Si je peux me permettre, justement, c'était une remarque à ce sujet-là, au sujet du langage. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de malentendus, en fait, qui émanent
de votre interprétation, de votre utilisation, de votre compréhension de certains termes qui ont été employés par d'autres auteurs, etc., qu'il y a beaucoup de malentendus en fait dans l'usage des termes qui ont été employés par les uns par les autres. Par ailleurs, dans la conversation, dans tous les échanges, je vous remercie encore pour votre éloquence parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont clarifiées. Là, j'ai mieux compris quel était votre propos, pourquoi les choses étaient placées ainsi, pourquoi vous avez compris, même si je persiste à croire qu'il y a beaucoup de malentendus, de confusion dans les intentions des uns et des autres et dans l'utilisation des mots. Mais je comprends mieux le tableau. Mais je voulais juste revenir sur le fait que peut-être que dans la thèse, il aurait fallu aussi peut-être vous-même mieux présenter ou mieux définir ce que vous entendiez par l'utilisation des mots employés par les auteurs que vous citez. Parce que injustice structurelle, bon, encore une fois, je vais répéter ce que j'ai dit, c'est que j'ai encore l'impression qu'on dit beaucoup de choses en commun. C'est-à-dire que, encore une fois, tous ces auteurs cosmopolites que vous citez ne remettent jamais en cause l'idéal onusien comme participant à cette aspiration cosmopolite. Et on veut tous éventuellement à la démocratisation de chaque État, mais à la condition qu'on réfléchisse leur image dans les conditions externes et les conditions de possibilité interne de démocratisation. Et là, les cosmopolites institutionnels se sont surtout intéressés aux conditions externes qui permettent la démocratisation interne. Et donc, c'est la raison pour laquelle le focus est là. Alors, dans un certain sens, le reproche est plus ou moins bienvenu. Encore une fois, il me semble que David Held aussi. Mais ça, vous le reconnaissez aussi qu'il y a beaucoup de convergence. Par injustice structurelle, ou vous employez systémique, mais encore une fois, donc, je pense que l'analyse descriptive des auteurs cosmopolites se situe au niveau des pratiques non idéales. On a beau dire, oui, on ne veut pas, on ne veut pas revenir en arrière du modèle onusien, il a sa place dans l'histoire des idéaux régulateurs, mais on demeure pas moins que du point de vue légal, il faut en critiquer, faire la critique des pratiques qui sont déterminées par les rapports. On a parlé de tout ça. Et là, au niveau de la théorie légale, dans ce sens-là, encore une fois, je ne suis pas sûre qu'on ne dit pas, au fond, absolument parfois tout à fait la même chose. Et puis, quand on parle d'injustice structurelle, plutôt que d'injustice de conjoncture, ce qu'on veut dire par là, c'est que dans les faits, au niveau du monde immédiat, il y a par exemple un système de droit de propriété qui détermine l'usage et la disponibilité des produits pharmaceutiques, les médicaments génériques, etc. Et ça, qu'on veuille ou non, c'est pas juste conjoncturel, c'est pas contingent. Il y a un système, il y a ce qu'on pourrait appeler en termes d'enzyme une structure de base au sujet des droits de propriété. On peut qualifier ça d'une forme d'injustice systématique si, en bout de ligne, on peut démontrer que c'est l'accord des droits de propriété sur commercial et intellectuel a été négocié en fonction d'un rapport de force illégal. C'est pour ça qu'en tout cas, c'était simplement pour dire là-dessus qu'il y a beaucoup de choses que je comprends mieux dans mes propos et je persiste à penser qu'il y a peut-être des malentendus plus ou moins évitables. Et il me semble que l'objectif de ma thèse, c'est peut-être de vouloir clarifier ces malentendus-là. C'est-à-dire, je me sens personnellement mal à l'aise avec justement un tel langage, et il me semble que ça gagnerait à être, en tout cas pour les auteurs du cosmopolitisme institutionnel, c'est ce que je tente de montrer en fait dans mon document, dans ma thèse, ça gagnerait à être clarifié, plutôt que par exemple de dire que c'est systémique foncièrement. Et quand j'ai fait ma présentation, je soulignais ces mots et c'est ça qui me met souvent en fait mal à l'aise avec ces auteurs-là. Par exemple, l'accord dont vous parlez de propriété, il me semble que cet accord-là a été discuté au sein de l'OMC. Et cet accord-là a fait intervenir à la fois justement des pays développés comme des pays en développement. Et il se trouve que comme ils le disent eux-mêmes au niveau international, dans le marchandage, dans les différents marchandages qui ont été faits, l'accord finalement a été adopté. Mais nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est réellement passé. Il y a eu Doha, après la déclaration de Doha, qui reliait les pays en voie de développement contre les injustices de la propriété. Ouais. Il y a eu des accords qui ont été signés et aujourd'hui, en fait, au niveau de l'OMC, on le voit que les accords, notamment le cycle de Doha et les autres cycles, sont en train de piétiner. Parce que justement, c'est des aspects qui sont en train d'être contestés.
Et il me semble que cet accord-là, d'une certaine manière, suite aux injustices que ça a pu générer dans certains pays, cet accord est en train d'être contesté. Il y a la possibilité, d'une certaine manière, de le revoir. Donc, à travers